Merci de nous rejoindre pour ce 23h au sommaire. La 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, organisation de la conférence islamique, s'est ouverte aujourd'hui ici à Abidjan. C'était en présence du président de la République Alassane Ouattara. La rencontre va durer 2 jours. 3 boulevards d'Abidjan vont bientôt être élargis pour améliorer la fluidité routière. Le top départ des travaux sur le boulevard Latry a été donné par le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou. Ailleurs, Paris est sous les eaux. Une grande pluie s'est abattue sur la capitale française, causant l'inondation des rues et d'une vingtaine de stations de métro. Bienvenue dans cette édition, la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, organisation de la conférence islamique, a débuté aujourd'hui ici à Abidjan. La rencontre s'étend sur 2 jours. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence du président de la République, Alassane Ouattara. Thème retenu, jeunesse, paix et développement dans un monde de solidarité. Jérôme Kofi Aboulin. La Côte d'Ivoire, en abritant la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, du coup, c'est le ministre ivoirien des Affaires étrangères qui devient le président de cette présente session. Il succède ainsi au ministre des Affaires étrangères de l'Ouzbékistan, président de la 43e session. En cette qualité, Marcela Montano s'est félicité du choix du thème, à savoir jeunesse, paix et développement dans un monde de solidarité. C'est donc pour lui l'occasion d'évoquer conformément à ce thème la politique gouvernementale sur l'éducation et l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Ce thème nous interpelle car les jeunes constituent en Côte d'Ivoire, par exemple, 77,3% de nos populations. Il s'agit pour nous de relever des défis nouveaux qui peuvent impacter la paix et la solidarité internationale et donc l'avenir de nos sociétés. Dans un monde en pleine mutation, il nous faut offrir à notre jeunesse des solutions novatrices, porteuses d'espoir qui puissent les détourner des phénomènes majeurs qui affectent négativement nos sociétés, à savoir le chômage, la migration, les mouvements extrémistes et violents. Pour ce faire, le gouvernement ivoirien a fait de l'éducation et de la formation des jeunes une priorité comme réponse à l'obscurantisme et à la manipulation. Outre l'accent mis sur l'éducation, l'emploi des jeunes constitue assurément un des axes majeurs de la politique du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. À cet effet, le président Alassane Ouattara a décidé de la création d'un ministère spécialement dédié à la jeunesse. Le président de la République, Alassane Ouattara, a de son côté salué dans un premier temps la solidarité de l'Organisation de la coopération islamique à l'égard de la Côte d'Ivoire, qui lui a permis d'être élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. La force d'une communauté est de savoir en toutes circonstances rester solidaire. Je voudrais ici témoigner de cette formidable capacité de solidarité au sein de notre organisation. En effet, cette solidarité s'est manifestée lors du vote des États membres de l'Organisation de la coopération islamique en faveur de la Côte d'Ivoire, qui, le 2 juin 2017, a été élu membre du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2018-2019. Ce vote a enregistré l'élection de 2 États membres de notre organisation, en l'occurrence l'État frère du Koweït et la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, adresser nos sincères remerciements à l'ensemble de la communauté pour cette grande marque de confiance. Le chef de l'État ivoirien a ensuite parlé de partenariat économique avec l'Organisation de la coopération islamique avant d'annoncer avec fierté la ratification de la charte de l'OCI par l'État ivoirien. L'Organisation de la coopération islamique constitue une véritable force, un véritable levier de développement économique de nos pays. L'exemple que nous donne aujourd'hui de nombreux pays dans le monde est que le regroupement d'ensembles cohérents et harmonieux qui partagent les mêmes valeurs est la meilleure voie pour le progrès des peuples. Dans ce cadre, nous soulignons la nécessité
pour les États membres de l'Organisation de la coopération islamique de mettre l'accent sur la mise en œuvre des stratégies de partenariats économiques, commerciaux, scientifiques et technologiques au sein de notre organisation. Les résultats déjà atteints par le plan spécial pour le développement de l'Afrique sont positifs. Par conséquent, ils méritent d'être poursuivis et amplifiés. C'est aussi le lieu de vous annoncer aujourd'hui que la Côte d'Ivoire vient de ratifier la charte de l'OCI. La 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI est pour la Côte d'Ivoire la première rencontre qu'elle accueille depuis son adhésion à l'organisation en 2001. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI se réunit une fois tous les ans. Il s'agit d'examiner les moyens de la mise en œuvre de la politique gouvernementale, des décisions et résolutions adoptées. Tout juste après le démarrage de la rencontre de l'OCI, le chef de l'État a successivement rencontré le secrétaire général de cette organisation et le président de la Banque islamique de développement. On fait le point de ces échanges avec Jérôme Kofi Aboulé. Les entretiens entre le président de la République ivoirienne Alassane Ouattara et le président de la BID, le docteur Bandar Al-Adjar, ont essentiellement porté sur l'excellence des relations entre la Banque islamique de développement et la Côte d'Ivoire. Je viens de recevoir le président de la Banque islamique de développement qui apporte un appui important à notre pays au plan du financement des projets dans tous les secteurs, que ce soit le secteur économique ou les secteurs sociaux. Le président effectue sa première visite en Afrique, au sud du Sahara, depuis sa désignation, sa prise de fonction. C'est un grand honneur pour la Côte d'Ivoire de le recevoir à l'occasion de sa participation à la conférence de l'OCI. Et je voudrais lui dire que nous sommes sensibles à cette attention et nous ferons tout pour accélérer la coopération avec la Banque islamique de développement. Et aussi, nous ferons en sorte que les décaissements qui sont aux alentours de 10% puissent être améliorés. Le président nous a donné les critères pour cela et nous allons nous y conformer. Je suis sûr qu'avec les mesures qu'il a décidé lui-même de mettre en œuvre, notamment la décentralisation des opérations de la banque, ceci permettra d'accélérer le financement des projets. Avant d'échanger avec le président de la BID, le président Alassane Ouattara a reçu le secrétaire général de l'OCI, Youssef Aal Otemine. Le chef de l'État ivoirien a saisi cette occasion pour remercier son hôte au regard du choix porté sur la Côte d'Ivoire pour la tenue à Abidjan de la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Créée le 25 septembre 1969, l'OCI est la deuxième plus grande organisation intergouvernementale après l'ONU, Organisation des Nations Unies. Après le président de la République, le président de la Banque islamique de développement s'est entretenu avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette structure bancaire. Des travaux pour élargir le boulevard Latry vont bientôt commencer. Ils ont été lancés par le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou. Ce projet test concerne 3 sites. Il a été mis en route par le gouvernement sud-coréen et vise à améliorer la fluidité routière. Son coût, 2,5 milliards de francs CFA. Lansine Bakayuku. Le boulevard Latry de Cocody, aux heures de pointe, est un vrai calvaire pour les automobilistes. Vraiment, il y a trop de bouchons. On a l'impression que la voie est petite. Et vraiment, pour avoir accès à Cocody, c'est très difficile. Raison pour laquelle même, quand des clients nous arrêtent pour dire non, s'ils veulent venir soit aux 2 plateaux, moi en gré, on est obligé de refuser. Dans quelques mois, ces difficultés de circulation seront amoindries grâce notamment à l'aménagement d'une partie de cette voie dense en trafic. Le tronçon carrefour de la ville Église Saint-Jacques des 2 plateaux, long d'1 kilomètre. Un tronçon à transformer en 2 fois 3 voies. L'initiative est bien arrivée. Bon, ça va permettre aux gens de bien circuler les soirs et rentrer bien chez eux. Cette infrastructure routière à réaliser fait partie d'un ensemble réparti sur les boulevards Valéry jusqu'à Destin à Marcory et François Mitterrand sur la route de Bengeville.
Le cumul des axes à élargir est de 6,9 km, d'un montant total de 2,5 milliards de francs CFA, entièrement supporté par le pays du matin calme. C'est le fruit de la générosité sud-coréenne à l'égard de la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus nous entretenir avec eux, de sorte à ce qu'on puisse ensemble regarder ces travaux-là qui est un don que la Corée fait à la Côte d'Ivoire pour nous mettre d'accord avec eux sur les conditions de mise en œuvre, sur les dispositions pratiques à prendre pour que l'élargissement qui est en train d'être fait puisse tenir le plus longtemps possible. Ce projet d'aménagement de la voirie d'Abidjan va renforcer la compétitivité de la principale ville ivoirienne. Sans construire de nouvelles routes, l'initiative vise le développement économique durable par la simple exploitation de celles déjà existantes. Autre chose à présent, les pluies diluviennes continuent de faire des dégâts. Les villes de Tabou et Grand Bérébi sont coupées du reste du pays. En cause, le pont de la déviation San Pedro Tabou a cédé hier. Une maison s'est écroulée à Moussadougou, faisant 1 mort et 2 blessés. Sam Konan, Teresta Peyoboui. Route barrée. Cette enseigne invite les automobilistes à rebrousser chemin. La voie de déviation créée à l'issue de l'effondrement du pont reliant San Pedro à Tabou est impraticable. L'eau a emporté les 4 buses qui servaient de pont de passage provisoire. Ce qu'on va faire, c'est attendre que les eaux baissent parce qu'il y a assez d'eau et tenter de récupérer les éléments de bus et les reposer. On n'a pas pu faire de protection parce que le sol n'est pas stabilisé et il pleut tous les jours. Et la météo annonce de fortes pluies dans la région. Afin de minimiser les dégâts, le comité de crise piloté par la préfecture sensibilise les populations des zones à risque. Nous avons envisagé la relocalisation de ces personnes-là. Nous avons bien saisi et je pense que, comme vous l'avez dit, je vais passer le message à tous ceux qui sont dans cette situation pour qu'on déguerpisse les lieux. Des habitations qui côtoient le fleuve San Pedro dans le quartier Sautref. Un véritable danger. Vous voyez sur le mur ici, doit aller jusque là. C'est-à-dire, les habitants de cette maison sont exposés à de grands dangers. Et des écoles ont donc été réquisitionnées pour accueillir les déplacés. Mais jusque-là, personne ne veut partir. Alors qu'une maison s'est écroulée dans le village de Moussadougou, à une dizaine de kilomètres de San Pedro, faisant des victimes. La sensibilisation va se poursuivre. Les travaux de réparation de la déviation vont s'effectuer cette semaine, indique l'un des responsables. Et c'est à peu près la même situation loin de la Côte d'Ivoire. Des pluies historiques ont plongé Paris sous les eaux. En 1 heure, 49 litres de pluie sont tombés dans la capitale française, ce qui correspond à 1 mois de pluie. Les rues se sont transformées en ruisseaux et une vingtaine de stations de métro ont été inondées. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Des orages et des pluies diluviennes d'une rare intensité ont frappé Paris dimanche. Plus de 42 millilitres de pluie tombés en une demi-heure et 49 millilitres en 1 heure. De nouveaux records. Ces trompes d'eau n'ont pas été sans conséquences sur les transports en commun. Une quinzaine de stations de métro fermées dans la soirée après avoir été partiellement inondées. Selon les sapeurs-pompiers de Paris, les secteurs les plus touchés ont été le 13e et 15e arrondissement de Paris et la Seine-Saint-Denis. Les images des internautes diffusées sur les réseaux sociaux ont permis d'évaluer l'ampleur des dégâts. La vigilance orange pour les orages qui concernent encore 12 départements du centre et de l'Île-de-France devrait être levée dans la matinée. Ce lundi, le trafic a repris normalement son cours, à l'exception de 3 stations de métro encore fermées. Il séjourne en ce moment à Bruxelles. Le ministre ivoirien de la fonction publique et de l'aménagement du territoire a échangé avec les membres du gouvernement de la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Pascal Abinakwakou entendait comprendre le fonctionnement de cette fédération francophone qui gère une bonne partie des fonctionnaires belges. Mamadou Kwasi. La Belgique, État fédéral, est subdivisé en 3 régions et en 3 fédérations, à savoir les Flamands, les germanophones et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ici, chaque fédération a en son sein un gouvernement. Et pour cette dernière étape de sa visite de travail en Belgique,
Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration est allé à la rencontre du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la communauté française du Royaume de Belgique. Les échanges lui ont permis de comprendre le mode de gestion et de prise en charge des fonctionnaires de cette fédération. Ici également, un seul secrétaire général pour une dizaine de ministères. Et mon secrétariat général, il rassemble tous les services transversaux, tous les services de support à ces différents services métiers, puisque une des plus-values d'être une grande organisation, c'est de pouvoir mutualiser des ressources, de ne pas devoir faire partout des services d'informatique, de ne pas devoir faire partout des services juridiques, des services sur les marchés publics, de pouvoir mutualiser tout ça. Et donc dans le secrétariat général, on rassemble toutes ces fonctions de support, ces fonctions de coordination au service de nos différents métiers. Au cours de la séance de travail avec le secrétaire général des ministères, le ministre Pascal Kokou-Abina a cherché à mieux comprendre le système de fonctionnement de la fédération avant de présenter le modèle ivoirien qui pourrait également intéresser la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans notre administration, on n'a pas encore ce maillon de la chaîne qui est pourtant indispensable. Dans la réforme du statut général de la fonction publique, nous allons prévoir cela. Je dois dire d'ailleurs que c'était déjà prévu depuis, mais la mise en œuvre n'est pas encore faite. Or, il le faut parce que c'est nécessaire au niveau des ministères. La délégation ivoirienne s'est également rendue au Parlement pour comprendre également le fonctionnement de cette structure. Les autorités belges ont informé le ministre Pascal Kokou-Abina de la venue à Abidjan dans les jours prochains d'une importante délégation d'hommes d'affaires belges en vue de renforcer davantage la coopération de la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique. Demain, 11 juillet, la communauté internationale va célébrer la Journée mondiale de la population. Cette année, il s'agira de plancher sur la planification familiale qui donne aux populations la capacité d'agir et de contribuer au développement des pays. La planification familiale est donc perçue comme un outil de développement. Mais comment fonctionne-t-elle en Côte d'Ivoire? Des réponses avec Serge Coléa. Comment réduire la pauvreté et promouvoir la croissance économique en améliorant le bien-être des familles? Tous les pays du monde veulent aujourd'hui résoudre cette équation considérée comme l'un des investissements les plus sages et les plus rentables. Pour relever le défi, les campagnes de sensibilisation sur la planification familiale se multiplient. La planification familiale, c'est l'ensemble des méthodes utilisées par les individus et le couple en vue d'espacer les naissances, d'éviter les grossesses non désirées et de choisir la taille souhaitée pour leur famille. Si un couple a 4 enfants et il gagne seulement suffisamment pour nourrir 2 enfants, ça veut dire que la qualité de vie de tout le monde va baisser. Prendre les mesures pour ne pas avoir les enfants, plus de nombre d'enfants de ce qu'on peut supporter, peut nous aider à monter la qualité de vie de tout le monde. Promouvoir les bienfaits de la planification familiale, l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, est le leader en la matière. Ces cliniques, réparties sur l'ensemble du territoire ivoirien, sont devenues les lieux de rendez-vous des femmes de toutes les catégories socio-professionnelles. Mariam, 30 ans, est une habituée des lieux. Un rendez-vous trimestriel pour décider de son avenir. Il y a plusieurs méthodes, mais moi j'ai choisi piqûre pour 3 mois. Ça me va. La non-planification des naissances peut avoir des conséquences graves. 500 000 femmes meurent chaque année à la suite de complications durant les grossesses, les accouchements ou les avortements à risque. L'utérus ne se repose pas et elle contracte encore une autre grossesse. À l'accouchement, elle peut saigner. Il peut avoir l'hémorragie du postpartum. Et donc, mieux vaut qu'elle se repose, que l'utérus se repose bien pour qu'elle puisse reprendre une autre grossesse. S'occuper des enfants à longueur de journée n'est pas toujours facile. Elle a 1 an 8 mois et lui il a 8 mois. Lui il pleure aussi, elle pleure. Gérer les deux vraiment c'est fatigant. Pour payer l'école là, dépenser de trop sur nous. Après ça, mon mari c'est bon comme ça. On ne peut pas faire enfant pour mettre en souffrance, c'est pas bon. La planification familiale, une politique qui se heurte à des facteurs socioculturels. Les maris aussi ne t'acceptent pas. Mais nous aussi, on va faire comment? Si tu es marié, tu es marié. C'est que le mari dit que tu vas faire là. C'est ça que tu as su aussi. Malgré les difficultés, l'accès aux services de planification familiale s'améliore pour des familles plus épanouies.
Au lieu de faire les enfants, il y a 1 an, 2 ans entre eux, trop de maladies, il n'y a pas beaucoup de repos, problème de l'argent. Mais s'il y a un truc familial comme ça, vraiment, on est trop satisfait sur ça. Si tu mets dans ton programme que tu dois faire 5 enfants, les 5 enfants, là, il faut te défendre. En tout cas, pour pas, ils vont manquer de rien. En tout cas, pour le moment, nous, on ne se plaint pas. Pour réussir la planification familiale, l'aide des partenaires au développement s'avère précieuse. L'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population et le Royaume-Uni s'engagent aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire. Le Fonds des Nations Unies pour la population vient avec son appui technique, avec son cerveau, aider les départements pertinents du gouvernement à écrire ces politiques de population. En même temps, on travaille avec le ministère de la Santé pour mettre en place, s'assurer que la femme du village plus lointain ait accès à la connaissance, à l'information. Actuellement, nous dépensons autour de 150 milliards de CFA équivalent sur les questions de planification familiale. Ça reste toujours pour nous un sujet clé dans nos interventions de la coopération au niveau mondial. Ce 11 juillet, c'est la journée mondiale de la population avec pour thème « Donner aux populations la capacité d'agir, contribuer au développement des pays ». Le sommet de Londres sera l'occasion de parler des financements pour améliorer la planification familiale. Le 11 juillet, c'est cette question de la chaîne d'approvisionnement, qu'il n'y ait pas de rupture dans le stock, par exemple, parce que vous pouvez faire la planification familiale, mais vous devez passer 2 mois sans avoir accès. Peut-être ça ne sert pas à grand-chose. Au sommet de Londres, la Côte d'Ivoire sera présente. À ce rendez-vous, bailleurs et décideurs vont discuter des efforts à fournir pour aider 225 millions de femmes dans 69 pays à avoir accès aux informations nécessaires pour décider de leur sort. Parlons société avec la remise officielle de l'Institution de formation et d'éducation de la femme, IFEF de Port-Bouët. La cérémonie s'est déroulée ce lundi en présence du ministre de la Femme. L'IFEF de Port-Bouët a été réhabilité par l'ambassadeur de la Turquie pour un coût de 110 millions de francs CFA. Patricia Omoïtia. Une coupure de ruban pour découvrir des salles rénovées et équipées. C'est un don de l'Agence turque de coopération et de coordination. Coût total, plus de 100 millions de francs CFA. L'Institution de formation et d'éducation de la femme, IFEF de Port-Bouët, a fait peau neuve pour le plaisir de ses auditrices. Si je quitte ici, il n'y a pas besoin de suivre une formation. Je vais directement. Avec les moyens, je peux faire moi-même mon atelier. Nous avons reçu du matériel didactique et informatique qui va nous permettre de faire un pas dans le monde des nouvelles technologies de la communication. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, la Turquie veut ainsi donner une approche pédagogique innovante aux jeunes filles de l'IFEF. En effet, je pense que cet établissement est le symbole de la coopération, mais également de l'amitié qui existe entre nos 2 pays, la Turquie et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous constatons que l'un des axes du développement est l'éducation, la formation, mais également la participation féminine à la vie sociale et économique. Je suis également ravie de voir que cet établissement va ouvrir ses portes pour les femmes qui pourront reprendre leurs études. Pour ces 250 auditrices, c'est une marque d'attention qui participe à l'autonomisation de la femme. Vous avez désormais en main un établissement qui a une fière allure, je dirais une très fière allure. Vous avez le devoir de l'entretenir afin de maintenir une qualité de formation qui vous donne la possibilité de relever les défis de la compétition mondiale. Les institutions de formation et d'éducation de la femme existent depuis 1958. Initiées par le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, le ministère veut étendre ses chantiers de réhabilitation et de rénovation aux 116 IFEF qui existent en Côte d'Ivoire. Le CHU de Trècheville a lui aussi été réhabilité. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a visité les locaux rénovés. Coût global des travaux, plus de 10 milliards de francs CFA. Davis Oyo, Abou Sanogo. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique visite le site qui abrite le centre d'urgence chirurgicale du centre hospitalier universitaire de Trècheville pour s'assurer de l'achèvement des travaux, des salles de réanimation et d'opération, en passant par les bureaux des médecins. Tout a été réhabilité et équipé selon les normes internationales. Nous sommes à l'approche des Jeux de la francophonie.
Vous avez visité avec moi une des salles d'opération de la traumatologie, puisque vous savez que c'est les athlètes que nous allons recevoir. Il est important pour le ministère de la Santé de mettre à la disposition de tous ces athlètes qui vont arriver, qui vont peut-être se faire mal. Il fallait donc que nous puissions mettre à la disposition de toutes ces personnes qui viennent dans notre pays des structures de qualité aux normes internationales. Direction l'Institut de cardiologie d'Abidjan, où la salle d'angioplastie a été rénovée. C'est une salle qui permet à la fois d'explorer les artères du cœur, les cavités cardiaques, et aussi réaliser des interventions sans avoir à ouvrir le cœur. Donc ça, c'est une avancée technique très importante. Et cette salle, justement, nous permet, en Côte d'Ivoire, d'être aux standards internationaux. La réhabilitation de ces salles et leur équipement ont coûté plus de 10 milliards de francs CFA au gouvernement ivoirien. Après le centre hospitalier universitaire de Treichville, Raymond Kofi Goudou a mis le cap sur la commune de Marcory, dans une polyclinique pour faire l'état des lieux des locaux et des équipements. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du partenariat public-privé. Avant de poursuivre, rappelons qu'il ne reste plus qu'11 jours avant le démarrage des 8e Jeux de la francophonie. Ce grand rendez-vous culturel et sportif du monde francophone, ce sera du 21 au 30 juillet prochain ici à Abidjan. Hors de nos frontières, c'est parti depuis dimanche à minuit pour la campagne pour les législatives au Sénégal. Plus de 40 listes ont été déposées au niveau national, dont celle tenue par l'ancien président Abdoulaye Wade autour de son parti d'opposition, le Parti démocratique sénégalais. Aujourd'hui, âgé de 91 ans, il est arrivé à l'aéroport de Dakar. Ce lundi 10 juillet, je le rappelle, en début de soirée en provenance de Paris. En Irak, après une bataille de près de 9 mois contre l'organisation État islamique, la libération de Mossoul a été annoncée hier par Haider al-Abadi, le premier ministre irakien. La perte de Mossoul par l'aile est bel et bien actée. Toutefois, le groupe terroriste contrôle toujours une vaste bande territoriale le long de la vallée de l'Euphrate, à cheval entre l'Irak et la Syrie. Herman Guivé. Le premier ministre irakien, Haider al-Abadi en personne, atterrit à Mossoul, puis s'offre une parade entourée de ses hommes dans les artères de la ville. Mossoul, un territoire presque reconquis par les forces irakiennes, car si tout laisse penser que la ville est totalement libérée, quelques poches de résistance doivent encore être neutralisées. Les combattants de l'État islamique n'entendent pas lâcher prise aussi facilement, prêts à aller jusqu'au sacrifice ultime pour défendre une cause qui semble perdue d'avance. Des tirs à l'arme automatique et à l'arme lourde résonnent encore dans la ville. Un champ de destruction, un paysage apocalyptique. La vieille ville, pendant 3 ans, était aux mains de l'État islamique. L'intensité des combats avait contraint certains habitants à quitter la ville. L'annonce de la libération de la ville de Mossoul a été saluée à Bagdad, sur la place Tahrir. Les habitants de Bagdad, toute la nuit, ont fait la fête pour saluer le succès des forces irakiennes, soutenues dans leur offensive par la coalition internationale dirigée par Washington. Je rappelle à nouveau qu'il ne reste plus qu'11 jours avant le démarrage des 8e Jeux de la francophonie. Ce grand rendez-vous culturel et sportif du monde francophone qui va se dérouler du 21 au 30 juillet prochain ici à Abidjan. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur RTI 1. À très bientôt.